Salut. Le micro marche. C'est une belle présentation. Aujourd'hui, on va parler, j'imagine qu'on va parler d'écriture, puis de livres, puis est-ce qu'il y en a dans vous qui êtes des grands lecteurs ou intéressés par la littérature ou pas? Non? Pas tant? Euh, dans le fond, j'ai écrit mon premier roman quand j'avais 26 ans. Puis c'est ça que Caroline disait tantôt. C'est un roman qui avait été qui avait fait la controverse, si on veut, parce que j'utilisais beaucoup de... Ça avait été publié par une maison d'édition assez classique, les éditions du Boréal, donc qui publient des gens comme les poèmes de Gilles Vigneault, qui publient des essais politiques assez sérieux. Et puis, moi, j'étais arrivé avec un style beaucoup plus jeune, avec beaucoup d'anglicisme, beaucoup de mots un peu plus rudes, un peu d'expressions Internet que les gens de la littérature ne connaissaient pas nécessairement. Fait que ça avait fait jaser. Puis, c'est ça. Dans le fond, dans le reste de ma vie, je fais de la publicité. Donc, je suis rédacteur, concepteur en agence de publicité. Et puis, j'écris aussi les scénarios pour des films, des téléséries, des choses comme ça. J'ai ma première slide ici qui est fiction. C'est surtout parce que quand on écrit, dans le fond, ce qui est intéressant, c'est qu'on réalise que tout le monde autour de nous, c'est de la fiction, dans le fond. Puis ça, c'est pas important de virer fou avec ça, mais c'est quand même intéressant quand on y pense, tu sais, comme l'idée d'un... Je vais revenir en arrière un peu, mais à l'époque où l'humain n'avait pas encore créé de grandes civilisations puis de grandes sociétés, on dit que l'outil différenciateur de l'humain, ça n'a pas été de créer le feu, ça n'a pas été nécessairement de créer les bâtons, les armes ou quoi que ce soit, ça a vraiment été de créer la fiction. L'humain, c'est le seul animal qui va se raconter des histoires, qui va faire du mémérage d'un village à l'autre, dans le fond. Puis oui, il y a les dauphins, oui, il y a les singes qui communiquent, qui vont se dire des petites blagues des fois, ou qui vont parler des dangers ou des travaux qu'ils ont à faire ensemble. Par exemple, les fourmis communiquent beaucoup ensemble. Mais l'humain, c'est le seul qui va faire ça pour le plaisir de le faire, dans le fond. Puis au début de l'histoire de l'humain, il y avait quoi? Il y avait quelques centaines d'Homo sapiens qui vivaient ensemble. Puis là, on est rendu proche de... on approche le 8 milliards, environ 8-9. Puis comment collaborer autant d'humains ensemble, autant une si grande population que ça, ce qu'on a trouvé comme moyen, c'était la fiction. C'est-à-dire de se créer des pays, de se créer des monnaies d'échange, donc des bouts de papier qui veulent dire que toi, tu es riche, toi, tu ne l'es pas. Mais au final, c'est toutes des conventions qui sont en gros fictives, si on veut. Fait que quand on pense à ça, on se rend compte que la fiction est partout dans notre vie, puis peu importe ce qu'on se raconte, tout doit avoir une structure narrative, un début, un milieu, puis une fin. Et puis, dans le travail, pour écrire des livres, c'est sûr que c'est vraiment important. Mais c'est sûr que quand je fais mon travail de publicité, c'est vraiment important aussi parce que c'est comme si je raconte l'histoire d'une compagnie, dans le fond. Fait que quand je fais une pub pour un client, peu importe, là, ou pas nécessairement moi, ou les pubs qu'on voit au Super Bowl ou des trucs comme ça, si on voit une pub de Budweiser, par exemple, il faut que la pub elle ait la personnalité de Budweiser. Il faut que ça raconte les valeurs de Budweiser. Budweiser, c'est une compagnie américaine qui a des grandes valeurs de liberté, etc., qui met tout le temps le drapeau américain, qui va afficher ça. Et donc ça, dans toutes les communications de Budweiser, il faut que ça soit là-dedans pour que Budweiser devienne un personnage cohérent dans toutes les marques quand on va à l'épicerie ou quand on va au liquor store ou quoi que ce soit, parce que là, on choisit notre bière puis on fait « Ah, ça, je sais c'est quoi, j'achète Budweiser, j'achète cette personnalité-là, si on veut. » Fait que ça, c'est un peu comment mon travail en fiction, livre puis en publicité s'entrecroise, si on veut.
Beaucoup, quand je rencontre des étudiants ou quand je rencontre des gens, il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils, tu sais, plus tard, ils voudraient écrire ou que, pas nécessairement plus tard, mais ils ont toujours eu une idée de livre ou une idée de film ou une idée de télésérie, puis que ils me demandent des trucs si j'avais à proposer des trucs pour les aider à écrire, quoi que ce soit. Souvent, il y en a qui pensent que l'écriture, c'est un peu juste un cas de page blanche. C'est un peu juste un cas d'inspiration, dans le fond, que tu t'assois, il y a une page blanche, puis là, les idées vont venir, mais au final, c'est beaucoup plus structuré que ça. Il y a quand même, moi, je travaille beaucoup en faisant des plans très précis où tu prépares ton squelette, si on veut, puis après ça, ben, tu viens juste mettre la viande un peu, puis tu remplis tes cases comme ça. Mais pendant longtemps, il y a beaucoup de romantisme autour de l'écriture. Il y a beaucoup d'écrivains un peu tragiques, si on veut, ou d'artistes, pas juste l'écriture, mais les peintres aussi, les musiciens, etc., qui rendent la chose très tragique. Tu as Norman Mailer ici qui dit, je l'ai traduit un peu librement, mais il dit à chaque fois que j'écris un livre, ce livre-là m'a tué un peu plus. T'sais. Comme si c'était tellement difficile d'écrire un livre que ça allait le tuer à petit feu. Il y a un peu de vrai là-dedans, peut-être, si tu mets toute ton âme, toutes tes entrailles dans ton écriture, dans ta poésie, dans peu importe. Mais en même temps, ça vend une image de l'écrivain qui est un peu romantique, qui est un peu fausse, dans le fond, parce que, veut pas, c'est un travail qui est comme un puzzle, dans le fond, que c'est une pièce à la fois. C'est quasiment comme un travail d'ingénieur, si on veut. Il y a un plan, tu suis ton plan, tu remplis les trucs, puis à la fin, ben, tu as un produit qui est bon ou pas, mais au moins, si tu as suivi ta structure, ça va bien. Tu as Hemingway, qui est un de mes auteurs préférés aussi, qui dit il n'y a pas de secret à l'écriture, il faut juste s'asseoir à une machine à écrire, puis il faut se laisser saigner, dans le fond. Oups, j'ai décroché mon micro. Fait qu'encore une fois, c'est comme une vision très tragique de la chose. Hemingway, d'ailleurs, qui est décédé, qui s'est suicidé à la fin de sa vie, là, malgré le fait qu'il avait gagné un prix Nobel de la littérature, malgré le fait que c'était un des plus grands écrivains de sa génération. Fait que ça n'a pas été assez pour le rendre heureux. Puis toute sa vie, il a trouvé que l'écriture, c'était vraiment comme une torture pour lui, mais qu'il n'avait pas le choix de le faire parce que c'était sa vocation, quasiment comme si c'était une religion. Mais ça, c'est des pistes intéressantes. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est comme ici, c'est une de mes quotes préférées, dans le fond, c'est la différence entre la réalité et la fiction. C'est que la fiction doit être crédible, ou en anglais, fiction needs to be credible or fiction needs to make sense. Fait que dans le fond, des fois, il y en a qui pensent que quand on écrit un livre ou quand on écrit un film, on veut que ça soit le plus réaliste possible. Fait qu'on va juste l'écrire comme on l'a vu dans la vie, t'sais. On va juste reprendre un bout de dialogue, là, t'sais, ça je l'ai entendu, deux personnes qui se chicanaient dans la rue, puis je vais juste le transcrire, puis ça va être un bon dialogue. Mais ça, c'est jamais vraiment vrai parce qu'il faut tout le temps arranger la fiction un petit peu. Il faut tout le temps, justement, parce que la vie, c'est très aléatoire. Hein? C'est comme si il y a des trucs qui se passent au hasard. Il y a des gens qui se font frapper dans la rue, puis c'était juste que s'il avait été là 2 minutes plus tard, l'accident ne serait jamais arrivé. En fiction, il faut qu'il y ait des raisons pour ça. Tu sais, c'est très rare que quelqu'un va subir un accident dans un film ou dans un livre, puis que ça ne va pas mener à un autre personnage qui grandisse pour X raisons, ou que ça ne va pas mener à un autre personnage qui a, par exemple, un héritage qu'il n'était pas supposé avoir, ou que en quelque part, cet accident-là automobile, c'était pas une punition pour quelque chose d'autre qui est arrivé dans le film. Donc, dans la vie, toutes ces choses-là n'ont pas vraiment de sens, si on veut, ou dépendamment de nos religions, de nos croyances personnelles, mais dans la fiction, il faut que tout ait un milieu, un début, puis une fin. Donc, c'est pas juste une question d'inspiration, puis c'est pas juste une question de s'asseoir à la machine à écrire puis de se laisser saigner. Dans le fond, il faut vraiment travailler tranquillement chacun de nos morceaux de notre film, notre télésérie, et puis après ça, on voit qu'est-ce qu'on est en train de construire. Fait que c'est pour ça que, dans le fond,
c'est pour ça que je demandais tantôt, mais il n'y a pas eu vraiment de réponse, mais s'il y en a qui étaient intéressés à la lecture ou l'écriture. Mais s'il y en a qui sont gênés ou qui ne le disent pas, puis que ça les intéresse un jour d'essayer d'écrire un truc, ça, c'est vraiment ma base. C'est comme ça que j'ai appris, si on veut, à écrire. Puis désolé pour l'anglais, là, j'ai cherché sur Internet, j'ai pas trouvé nécessairement en français, mais on va en parler de toute façon. Mais dans le fond, c'est séparé en 3 actes. Et puis, à chaque fois qu'il arrive une différente action ou un différent revirement dans votre film, on va parler d'un film, par exemple, ce qui est intéressant, c'est que, dans le fond, le personnage change. Puis le personnage, à chaque fois qu'il arrive, par exemple, un obstacle ou le climax de l'acte 1 ou le point du milieu, le personnage va changer dans une manière où il ne pourra pas revenir en arrière. C'est comme s'il va avoir appris quelque chose qui va faire en sorte qu'il ne sera plus jamais le même, dans le fond. Fait que c'est ça un peu l'évolution. Puis vous remarquerez, dans chaque film que vous écoutez, c'est tout le temps ça qui se passe. Et puis, un film c'est environ 90 minutes. En général, mettons un film de base, là, un film d'action normal, on va dire, c'est 90 minutes. Vous ferez l'exercice à un moment donné si ça vous le dit, mais c'est facile de calculer les actes comme ça, presque à la minute près. Surtout dans les gros films d'Hollywood, là, où que tout est fait dans des gros studios, puis il n'y a pas de place pour trop d'interprétation. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir une situation initiale. Donc, on a un gars, je ne sais pas trop, ça va bien dans sa vie, mais là, il arrive un truc, puis ça se met à aller mal. Ça, c'est minute 30, habituellement. Ensuite, tout se passe bien. Minute 45, on arrive exactement au milieu. Puis notre acte, au milieu ici, 60 minutes de film, puis à la fin, on a 30 minutes pour résumer le tout puis faire la conclusion. Fait que ça, c'est vraiment la base de ce que tout le monde utilise. Puis après, ça, c'est aussi la base à l'époque de Shakespeare, à l'époque de tous les grands qui ont un peu marqué le théâtre ou la littérature ou peu importe. Fait que vous ferez l'exercice pour le fun, mais c'est vraiment facile à reconnaître quand on se met à le voir, puis on voit que toutes les histoires sont un peu pareilles. Ça, je pense que je vais l'écrire au tableau, mais c'est c'est une vidéo d'un auteur que j'aime bien, mais qui résume un peu c'est quoi une histoire, dans le fond, dans sa structure, puis c'est vraiment pas compliqué. Fait que pour ceux, encore, comme je disais, qui sont intéressés par l'écriture ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste des axes, puis après ça, on place les personnages, puis on place les aventures. Mais il y a tout le temps 2 axes de base. Donc, en haut, ça va vraiment bien. En bas, ça va vraiment mal. Désolé pour la manière que j'écris, c'est pas super. Et puis, on a le début. Et puis, la fin. Déjà là, on a l'axe bien, l'axe ça va bien, l'axe ça va pas bien pantoute, l'axe début, l'axe la fin. Donc, la première histoire classique, si on veut, c'est quelqu'un qui est dans sa vie normale, va au travail. Les choses vont un peu mieux que mal, mais tout d'un coup, il arrive quelque chose, ça se met à aller très mal. Après ça, ils vont trouver une solution, ils vont revenir, puis là, ça va très bien. Ça, c'est une des histoires favorites de l'histoire de l'humanité. Soit quelqu'un perd sa job, soit quelqu'un perd sa blonde, soit quelqu'un doit désamorcer une bombe. Les choses vont très, très mal, puis ça se met à très bien aller. Première courbe. Des questions? Pas de questions. Ça, c'est le classique, l'archétype du héros, si on veut. Ça, pourquoi je trouve ça intéressant de le mettre aussi, désolé encore l'anglais, mais c'est que c'est vraiment un archétype classique de plein de grands textes. Les héros, puis surtout pour ceux qui aiment, moi je trippe sur les films d'action, mais ceux qui aiment les films d'action, c'est tout le temps un peu ça aussi. Tu as ton détective principal, qu'à un moment donné, sa femme est morte, il tombe dans l'enfer de l'alcool. Il n'y a plus aucune de ces causes qu'il réussit à résoudre. Et puis là, il va un peu dans l'enfer de tout ça.
Et puis, une fois dans l'enfer, c'est là qu'il renaît, c'est là qu'il trouve la solution, c'est là qu'il est face à lui-même, face à tout ce qui va mal. Et puis, c'est là qu'il peut revenir dans le monde normal et puis résoudre les conflits et les problèmes qu'il y avait. Le parcours du héros, si on veut, c'est vraiment un classique de la religion aussi, si on pense à la religion catholique. Jésus, c'est un peu ça dans la Bible, dans le fond. C'est qu'au début, les choses allaient bien. Après ça, ça s'est mis à aller mal. Il y avait des gens après lui, il y avait des menaces de mort, il y avait toutes sortes de trucs. Il a fallu qu'il aille dans les abysses pour être face à lui-même, si on veut. Puis dans le cas de Jésus, il est même mort et ressuscité littéralement. Dans le cas des films d'action et tout ça qui ne sont pas de la science-fiction, bon, c'est sûr que notre détective héros ne va pas mourir et renaître. Il va juste aller très, très mal et redevenir heureux à la fin. Mais c'est ça. Et puis, à la fin, quand ils reviennent avec le monde normal, si on veut, leur mission, c'est de partager ce qu'ils ont appris quand ils étaient dans les abysses. Quand j'étais à l'université, je regardais beaucoup la série 24 avec Jack Bauer, puis c'est un gars, dans le fond, qui est dans une unité antiterroriste, et puis là, lui, il court tout le temps après toutes sortes de méchants de différents backgrounds et quoi que ce soit. Mais lui est toujours persécuté par les méchants, mais il est persécuté par ses propres alliés aussi, qu'il ne croit jamais. Donc, ses propres services de police courent après lui parce qu'ils disent qu'il n'a pas raison. Et puis, pour régler les problèmes, il faut souvent qu'il fasse des trucs illégaux. Donc, en tant que policier, si on veut, pour régler le problème, il faut qu'il aille dans l'autre côté, c'est-à-dire qu'il descende dans l'univers de l'illégal et qu'il fasse des deals avec certains criminels ou qu'il est même allé à torturer des gens pour avoir la vérité. Et donc ça le rend comme si lui aussi était dans le monde des méchants. Mais à la fin, il fait ça pour le bon et puis il finit par en ressortir. Et puis, comme je disais tantôt, un personnage, à la fin, il n'est plus jamais comme il était au début. C'est ça l'idée d'une histoire, c'est que le personnage apprend quelque chose puis il ne reviendra plus jamais en arrière. Une autre manière de voir ça, c'est une petite différence, mais c'est quand même une différence importante. C'est des fois, ça va bien, mais pas tant bien que ça. C'est juste, on commence au début, les choses sont correctes, mais pas plus que ça. Oh, on trouve quelque chose de vraiment bon. Ah non, on le perd. On redescend ici, puis à la fin, on le retrouve encore. Fait que ça, c'est une autre manière, une autre structure classique de presque tous les films de Hollywood ou quoi que ce soit que vous pouvez regarder. Netflix, c'est bourré de ça. Donc ici, tu tombes en amour, finalement, la fille, le gars, ça marche pas, tu les perds, mais après, tu les retrouves à la fin. Ou tu te fais donner la job de tes rêves, mais finalement, il se passe quelque chose, tu perds la job de tes rêves, il faut que tu descendes là, puis il faut que tu la retrouves encore à la fin. Sinon, dans la vidéo que j'aime bien, dans ces axes-là, on raconte un peu l'histoire, une autre tangente de ces histoires-là, puis c'est Cendrillon, dans le fond, que j'imagine que vous connaissez ou presque, mais c'est une petite fille, dans le fond. Au lieu de commencer ici, ou de commencer ici, ou de commencer dans l'indice du bonheur, on commence dans le plus bas. Elle a perdu sa mère, elle n'a pas d'argent, les choses vont pas bien, ses sœurs sont pas fines, et donc elle commence ici. Mais à un moment donné, elle apprend qu'il va avoir un party au palais, puis elle veut vraiment y aller. Fait que là, mais elle ne sait pas comment y aller parce qu'elle n'a pas les ressources, elle n'a pas les trucs qu'il faut. Mais il y a je pense que c'est une fille, je ne suis pas super familier avec Cendrillon, mais elle se fait donner des souliers, elle se fait donner du maquillage, elle se fait donner une robe, puis une citrouille pour aller au party. Au party, elle arrive en citrouille, elle rencontre le prince, elle danse avec, ben là, ça va super bien, elle est comme au top du bonheur. Mais quand la cloche sonne minuit, bien évidemment, c'était la promesse qui se termine, et donc on retourne complètement en bas, jusqu'à temps qu'elle se rende compte qu'à la fin, c'est le soulier qui lui
qui lui va, et donc elle est faite pour aller avec le prince. Et puis là, elle redevient heureuse pour toujours. Ça aussi, c'est une histoire vraiment populaire. Mon but avec ça, c'est des lignes qui veulent rien dire, mais c'est juste quand on pense que toute la fiction est pareille, toute la fiction est semblable, c'est juste les noms des personnages, c'est juste le contexte, c'est juste les époques qui changent dans le fond. Puis c'est un peu ça le thème de la semaine, cette semaine ici, c'est les chocs esthétiques. C'est pour ça que je voulais parler un peu des histoires de structure, c'est parce que la fiction, dans le fond, c'est toujours la même chose. Ça fait des milliers d'années que c'est la même chose. L'idée, c'est que les écrivains, les artistes, les auteurs, ils s'adaptent à ça, puis ils vont re-raconter, si on veut, les mêmes principes d'histoire, mais dans de nouveaux contextes. Puis quand j'avais écrit mon premier livre, Charlotte, on en a parlé un peu tantôt, mais Charlotte Before Christ, c'est une histoire d'amour, dans le fond. Puis c'est deux jeunes qui tombent en amour, puis finalement, ben, les trucs se passent, mais finalement, la relation, ben, dans le contexte, c'est difficile à garder. Et puis là, ils perdent la relation, puis là, le but, c'est d'essayer de la revoir encore. Mais tu sais, à l'époque que j'avais écrit ça, j'avais lu beaucoup, par exemple, de Goethe, qui est un romantique allemand. J'avais lu beaucoup de Shakespeare, beaucoup de Roméo et Juliette, Hamlet, etc. Et donc, au final, c'était un choc d'esthétique, si on veut, parce que c'est comme si j'utilisais des mots anglais dans un contexte de littérature francophone au Québec. C'est comme s'il y avait toutes sortes de nouvelles terminologies Internet que les gens de la littérature ne comprenaient pas nécessairement tout de suite. Mais au final, j'étais en train de raconter une histoire très basique, très de base, qui suivait une de ces structures-là, dans le fond. Mais c'était juste avec des nouveaux mots, des nouveaux personnages. Bon, dans Shakespeare, à l'époque, dans Hamlet, bon, c'est sûr qu'ils ne se textaient pas avec leur iPhone, mais dans mon histoire, ben, ça prenait une grosse partie parce que ça prend une grosse partie de nos vies puis tout ça. Puis je pense que c'est important de reconnaître ça, puis c'est important de voir un peu qu'il n'y a rien pas qu'il y a rien qui change, mais que dans le fond, c'est ça, la fiction, c'est quelque chose un peu que je trouve qui est un peu sacré, mais qui a comme une formule, puis quand on les reconnaît, ben, on se met vraiment à voir qu'est-ce qu'on est en train de se faire raconter. Puis c'est une manière aussi de donner des émotions aux autres. Puis quand on les décode mieux, en comprenant les différentes structures, ben c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut encore mieux comprendre tout l'art derrière ça. Ça, c'est ma citation de Jung que j'ai ajoutée parce que ce que je trouve important dans si on veut, ma première partie, je voulais parler des structures narratives, si on veut, puis dans ma deuxième partie, je voulais parler un peu plus justement des chocs esthétiques, puis comment je voyais ça un peu, mais j'aime beaucoup cette ligne de Jung qui dit « Trop d'animalité défigure l'homme civilisé, trop de civilisation crée des animaux malades ». En fait, pour moi, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a tout le temps une balance à avoir un peu entre les deux. Et puis, quand on pense à l'art, etc., ou au roman, je trouve que des fois, les chocs esthétiques, tu sais, il y en a qui... je dis les chocs esthétiques, mais des fois, je trouve qu'il y en a qui vont juste essayer de choquer pour choquer, par exemple, puis il n'y aura pas de base en arrière de ça. Charlotte, ça avait fait beaucoup de controverses, ça avait choqué beaucoup les gens, mais j'essayais d'être backé un peu en arrière, comme je disais tantôt, par une structure ou par un certain propos. J'avais comme préparé une espèce d'argumentaire, si on veut, de pourquoi ce livre-là faisait du sens au moment où ce que je l'ai publié. Mais moi, c'est sûr que de mon côté, quand les trucs font juste choquer pour choquer, je trouve que il ne faut pas que ce soit trop vide nécessairement non plus. Mais puis l'autre chose auquel je voulais m'attarder aujourd'hui, c'était, je vais juste regarder c'était le fait dernièrement, je trouve qu'il y a beaucoup de discussions dans le monde politique, dans le monde de l'Internet, dans le monde des actualités à propos de la liberté d'expression, dans le fond.
Puis le thème choc esthétique me faisait penser un peu à ça parce que des fois, il y a des gens qui vont pas aimer des œuvres de par le fait que ça ne correspond pas à leurs valeurs ou en tout cas, ils ont l'impression que ça les choque parce que, bon, peut-être qu'ils font partie d'un certain parti politique, puis quand on écrit de quelque chose qui va à l'encontre de ce parti politique-là, bien, ça les choque. Il y en a qui font partie d'une certaine religion, puis quand on écrit quelque chose à l'encontre de cette religion-là, bien, ça les choque aussi. Et puis, mais ça, c'est l'histoire de l'humanité, si on veut. Il y a toujours eu ces espèces de combats-là, mais en fait, ce que j'avais envie de dire aujourd'hui, c'est que quand on lit quelque chose, quand on lit que ce soit un article, que ce soit un roman, que ce soit aller voir un film, il faut quand même apprécier cette idée de liberté d'expression-là, même si l'œuvre nous choque, ou même si l'œuvre semble contraire à ce qu'on pense dans notre vie de tous les jours. Puis ce que je trouve intéressant, moi, souvent, c'est aller lire le contraire, aller lire d'autres opinions que je pense que je ne suis pas d'accord avec pour voir comment ça vient me chercher, puis pourquoi ça me choque, en fait. Puis quand je me pose cette question-là, je viens souvent qu'à réaliser, justement, la valeur de l'autre opinion. Puis là, après ça, je comprends pourquoi moi, je ne suis pas d'accord avec cette opinion-là. Puis là, je parle d'opinion, mais ça peut être... Des fois, il y a des pièces de théâtre qui sont de fiction, mais qui vont choquer aussi de par les thèmes abordés, de par les personnages, de par le langage des personnages. Puis quand j'avais écrit Charlotte, c'était beaucoup ça. Je pense qu'il n'y avait rien de choquant à proprement parler, dans le sens où c'était tous des thèmes, c'était des thèmes d'histoire d'amour, il y avait un petit peu de violence, c'était un peu trash, des fois ils faisaient des parties, puis il y avait de la drogue, il y avait des trucs comme ça, mais au final, ça, c'était tout du déjà-vu, tu sais. Puis là, je me suis dit, pourquoi ça a autant choqué dans le contexte québécois? Ça fait 5 ou 6 ans environ, mais c'était à cause... L'enjeu se passait surtout au niveau du franglais, au niveau des mots en anglais qui étaient utilisés dans le livre, dans le fond. Puis là, on voyait qu'il y avait une espèce de gang de journalistes qui étaient un peu plus old school, si on veut, puis qui avaient, eux, milité, si on veut, pour le français, pour la loi 101, pour ces affaires-là dans les années 60, 70, etc. Et puis de voir un roman où ce que là, on imprimait carrément des personnages qui parlaient avec un français un peu cassé, avec toutes sortes de mots anglais et tout ça, bien ça les choquait. Fait qu'ils ont beaucoup écrit là-dessus. Puis là, ils se demandaient, c'est tout ça la jeunesse? Est-ce que la jeunesse, c'est de détruire la langue française ou est-ce que c'est juste une manière de parler puis c'est pas grave, dans le fond, c'est la langue qui évolue? Fait que ça a créé beaucoup de débats. Mais je trouve que les gens qui étaient les plus intéressants quand ils se penchaient là-dessus, c'était ceux qui prenaient le temps de dire, bon, les jeunes parlent comme ça. Est-ce que ça veut dire qu'il faut censurer ça? Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas imprimer de livres avec des vrais jeunes qui parlent de cette vraie manière-là? Ou est-ce qu'il faut l'exposer justement puis montrer comment ça se passe dans la vie de tous les jours? Puis après ça, bon, on peut en discuter ensemble. Mais c'est juste important pourquoi je parle de ça, parce que si on avait eu le réflexe contraire, si ma maison d'édition, par exemple, avait dit « Ah, ben là, ça va choquer les gens, puis on ne veut pas avoir de controverse sur le dos, fait qu'on va prendre ton livre, mais on va enlever tous les mots anglais qu'il y a dedans, puis on va juste faire un français impeccable, puis tout ça. » Mais dans ce cas-là, on n'aurait pas eu de discussion, on n'aurait pas eu de livre, on n'aurait eu pas de débat, puis ça aurait été juste un autre livre un peu beige, comme il s'en fait souvent, etc. Ça, c'est vraiment important parce que j'imagine que dans vos Facebook, il y a des gens que vous voyez qui ont des discussions, puis ça touche la fiction, mais ça touche, comme je disais tantôt, ça touche la politique, ça touche l'actualité, puis il y a beaucoup de réflexes de nos jours, je trouve, de gens qui ne veulent pas entendre les opinions contraires, puis ça, c'est quelque chose que je voulais ajouter une petite partie à ma présentation parce que c'est vraiment important, puis dans le fond, j'ai fait un mini historique de rien du tout, mais c'est vraiment pas scientifique, mais tu sais, je veux dire, l'idée des chocs esthétiques, l'idée des chocs de culture ou des chocs scientifiques, ou toute cette idée-là de choquer de par une opinion politique ou une œuvre de fiction, ben c'est vieux, comme ça date d'avant Jésus, tu sais, en moins 1999, ça fait quand même longtemps, mais j'imagine que vous avez des cours de philo et tout ça, mais Socrate, à l'époque, a subi un procès, etc. Il en est même mort, mais c'était
parce que pour ses opinions, à l'époque, on parlait de corruption de la jeunesse, négation des dieux, etc. Fait que si on avait été, nous, ici, 400 ans avant Jésus-Christ, ben peut-être que sur Facebook, Socrate aurait eu des opinions X, Y, puis on se serait tous dit, ben là, ça reflète pas les opinions d'aujourd'hui, fait que toi, tu n'as pas le droit de dire ça, fait qu'on va te condamner. C'est sûr que les choses ont changé aujourd'hui, on a des lois qui prévoient ça, donc les gens ont le droit de parler, les gens ont le droit de dire ce qu'ils veulent, il n'y a pas d'emprisonnement, il n'y a pas rien. Mais même si les lois n'ont pas changé, c'est important que tout le monde on sache à quel point c'est vieux la liberté d'expression, puis à quel point il y a des gens qui se sont battus avant nous pour ça. Galilée, à l'époque, 1633, lui avait subi une enquête. Dans le temps, c'était la religion, dans le fond, parce que lui, ce qu'il suggérait, parce qu'avant, ce qu'on pensait, c'est que c'était le soleil qui tournait autour de la Terre. Ça, on sait que c'est pas ça. En effet, c'est le contraire. C'est la Terre qui tourne autour du soleil. Mais fait que vous voyez à quel point il disait la vérité dans le temps, puis même à ça, pour dire la vérité, parce que lui, il avait compris ça scientifiquement peut-être avant les autres, et il s'est fait persécuter. Des gens importants comme Voltaire qui défendaient la liberté d'expression aussi. Quand Darwin, tantôt je parlais des débuts de l'humain qui ont utilisé la fiction beaucoup pour collaborer ensemble d'un village ou d'une tribu à l'autre. Parce que c'est facile de collaborer quand tu es 12, quand tu es 13, mais quand tu deviens 5000 dans un village, il faut rassembler les gens. Puis pour rassembler les gens, il fallait raconter des fictions. Donc, on a découvert l'idée d'un drapeau, l'idée d'une nation, l'idée d'une religion, Et puis tout ça, ça fait en sorte que les gens, par milliers, pouvaient se rassembler sous une même idée puis collaborer ensemble. Mais tu vois, Darwin, quand il a sorti sa théorie, si on veut, que l'humain venait des singes, ça, c'était très controversé auprès de plusieurs religions. Et puis, il y a beaucoup de gens qui ont brûlé ces livres, qui ont dit que c'est... Puis encore aujourd'hui, il y a des gens qui disent que cette théorie-là ne devrait pas être enseignée à l'école, alors que pas mal tous les scientifiques s'entendent pour dire que c'est à peu près ce qui est le plus proche de ce qu'on s'imagine qui est la vérité sur nos origines. Et puis, en 88, plus récemment, c'était Salman Rushdie qui avait publié Les versets sataniques. Et puis, c'est un livre qui avait été banni là, de plusieurs pays, puis qui avait été menacé d'une fatwa qui a duré plusieurs années. Dans le fond, il a fallu qu'il se cache. Et puis, même si son livre était très provocateur, son livre comportait des trucs vraiment... évidemment qui allait choquer des gens, mais est-ce que ça valait la peine de mettre des menaces de mort, etc., et puis de brûler ses livres, puis tout ça pour le censurer? C'est sûr que, avec Charlotte, on n'était rien proche de ça, là. On est vraiment, vraiment loin de ça. Mais c'est juste que ça s'inscrit quand même dans cette tradition-là de pouvoir dire et écrire ce qu'on veut au moment où on le veut. Puis c'est juste important de s'en rappeler parce que même si c'est vraiment pas, comme je disais, à ce niveau-là, il y a quand même des chroniqueurs, quand j'avais publié Charlotte, qui disaient on ne devait pas écrire des choses comme ça encourage les jeunes à parler mal le français, ça encourage les jeunes à parler une langue cassée. Et puis, pourquoi le Boréal, une maison d'édition renommée, si on veut, pourquoi ils ont publié ça? Ça corrompt un peu le langage des jeunes. Puis c'est juste drôle parce que, justement, corrompre le langage des jeunes, on revient à 400 ans avant Jésus-Christ, corruption de la jeunesse. C'est juste que c'est du langage qui revient, puis c'est un combat continuel de protéger un peu cette liberté-là de pouvoir écrire, regarder, lire et puis consommer l'art ou les articles ou peu importe ce qu'on veut consommer nous, dans notre liberté, si on veut. Fait que, pourquoi je voulais un peu parler de ça, c'est je trouvais que ça allait bien avec le thème de choc esthétique. C'est que des fois, comme je disais tantôt, quand on est aux prises avec quelque chose qu'on n'aime pas, peut-être essayer de le comprendre. Puis si on n'aime pas ça, c'est pas grave, on continue de ne pas l'aimer, puis on peut expliquer pourquoi. Mais de faire attention des fois avant de dire « Ah, ça, c'est pas bon,
ça devrait même pas exister, tu sais, parce que ça peut servir à d'autres, ça peut parler à d'autres, puis ça peut être utile pour plus tard aussi, parce que peut-être que dans 100 ans, 200 ans, quelqu'un va se demander, ben c'était comment de vivre dans ce temps-là, et puis ben là, il y a ces livres-là qui ont comme été, ou ces œuvres-là, ces films-là qui ont comme été des, si on veut, des documents, pas des documentaires, mais des archives sur comment les gens pensaient puis s'exprimaient à cette époque-là. Donc, si on avait dit que c'était important de ne pas le publier ou quoi que ce soit, ben, on n'aurait jamais eu cette richesse-là à partager plus tard dans l'histoire. Donc, c'est ça. À part ça, ça c'était la fin de ma petite présentation à l'écrit comme ça. Fait que, en résumé, ben c'est ça. Je trouve la fiction, ma première partie, c'était surtout sur le fait que c'est important de considérer les structures narratives. C'est des structures narratives qui reviennent dans toutes les histoires, dans le fond. Toutes les histoires que vous avez entendues de toute la vie, tous les films, c'est toutes les mêmes structures narratives, puis c'est important de le reconnaître. Puis si vous vous intéressez à l'écriture, ben je dirais que c'est là la base d'aller s'intéresser, c'est aller voir c'est quoi ces structures-là. Puis c'est comme ça, après ça, qu'on peut construire son propre scénario ou quoi que ce soit, ou sa propre histoire. Et puis c'est ça. Puis je pense que c'est intéressant aussi par le thème, le choc esthétique, de voir que ce que je vous encouragerais, puis ce que je m'encourage moi-même, c'est ça, c'est d'aller explorer en dehors de nos zones de confort, puis voir un peu le monde sous l'œil des gens qui pensent pas comme nous ou qui ont peut-être un style différent qui nous répugne au début, mais qui finit par nous intéresser à la fin. Puis je sais que je parle un peu, ben pas dans le vide, mais dans le sens que Charlotte, je parle de mon livre, là, il est sorti il y a 5 ou 6 ans. Fait que je suis conscient que peut-être ici, vous n'en aviez pas entendu parler ou vous ne l'avez pas lu nécessairement. Mais est-ce qu'il y en a qui veulent discuter des questions sur l'écriture, sur la fiction? Est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires? Ou... En fait, c'est au sujet de ce que vous avez dit avant. Oui. Il y avait deux manières de choquer les gens. Une bonne, genre juste pour choquer, et Ouais. une genre mauvaise. Ouais. Je sais pas. C'est quoi la bonne manière et c'est quoi la mauvaise manière de choquer? Je ne sais pas si j'ai utilisé bonne ou mauvaise, mais c'est peut-être pas exactement ça que je voulais dire. J'avais dit qu'il y a des gens qui choquent les gens Ouais. pour le but de choquer. Ouais, C'est ouais. pas ce que vous avez fait. Ouais. C'est une bonne question. Je pense que ce que je voulais dire, si je peux préciser, c'est plus que des fois, il y en a qui vont faire quelque chose, qui vont savoir spécifiquement que ça va choquer, tu sais, juste pour le point de choquer. Puis ça, ben, tu as le droit de le faire, dans le sens que les artistes ont fait ça depuis l'histoire de toujours, là. C'est juste que des fois, moi, je trouve que des fois, c'est un peu, tu sais, est-ce que tu veux juste choquer? Est-ce que tu veux juste aller dans une église catholique, par exemple, et puis, je sais pas moi, brûler une Bible, tu sais, comme ce qu'auraient fait des rockstars des années 90 ou quoi que ce soit, tu sais. Fait que mon point, c'est, ça, tu peux faire ça, oui, ça choque, mais mon point, c'était plutôt, en arrière de ça, ce que je trouve intéressant, c'est que quand les artistes font ça, c'est une chose, mais quand en arrière, ils ont tout un discours qui explique pourquoi ils l'ont fait. Par exemple, ils veulent dénoncer tel aspect de la religion, ou ils veulent dénoncer tel aspect d'un parti politique, ou quoi que ce soit. C'est ça. Parce que, en fait, mon point, c'était aussi que choquer pour choquer, c'est assez facile. Tu peux toujours trouver des gens qui vont être insultés par quelque chose, tu fais exprès pour les choquer, et puis après ça, ils se fâchent. Mais après ça, c'est quoi la discussion en arrière de ça? C'est là que ça devient riche, je trouve. C'est quand il y a une discussion en arrière de ça. Mais les deux sont très valables. C'est pas une mauvaise ou une bonne façon, mais c'est comme, je te dirais, une façon ouais, plus riche, puis une façon plus facile, si on veut. Ouais. Mais gênez-vous pas, on peut parler d'autres choses, on peut parler de politique, on peut parler de fiction, oui. Il n'y a pas un paradoxe à dire, parler de l'importance de la liberté d'expression, et en même temps parler des structures narratives qui sont tout le temps les mêmes. Est-ce que justement le choc esthétique, c'est pas chercher à transformer ces structures-là? Ben, ouais. Non.
C'est une bonne question. Ils sont toujours les mêmes, c'est sûr qu'il y a toujours des exceptions qui confirment la règle, c'est-à-dire que toujours les mêmes, c'est vrai que j'ai dit ça, mais c'est un grand mot. Il y a des gens qui vont s'essayer à déconstruire ça, évidemment. Puis ça donne ce que ça donne, tu sais. Dans le sens que ça va peut-être donner un point dans un moment X de l'histoire du cinéma où que, finalement, ils vont avoir déconstruit un film, puis ça va être la première fois qu'ils vont avoir fait ça. Donc, de par le fait que c'était la première fois ou que c'était une innovation à cette époque-là, ça va faire beaucoup parler. Mais des fois, pas tout le temps, mais des fois, ça finit que c'est une structure qui, vu qu'il est déconstruite, qui va accrocher moins l'imaginaire puis qui va moins faire sa preuve dans le temps. Tu sais, elle va avoir fait son point artistiquement, puis après ça, elle va s'écouler, elle va mourir toute seule. Les structures ici, c'est des structures qui existent depuis l'Antiquité grecque, qui existent depuis la Bible, etc. C'est vraiment des classiques. Fait que oui, c'est sûr que puis, je veux dire, on peut choquer par... on peut faire le choc esthétique de par juste changer la structure, tout à fait. Tout à fait. C'est pas nécessairement un paradoxe. On peut s'aventurer à ça, mais c'est beaucoup plus difficile. Puis ce que je dirais, puis c'est pour ça que je disais ça pour ceux qui ont envie d'écrire, puis tout ça. Pour moi, la base, c'est toujours d'essayer de maîtriser la structure facile, celle qui a été utilisée depuis des milliers d'années. Puis après ça, quand on la maîtrise, après ça, quand ça va bien, on peut la déconstruire. Si on pense à la peinture classique ou si à des gens comme Picasso ou même d'autres, il m'en vient pas vite comme ça, mais au début, ils ont fait les vrais beaux-arts, ils ont contrôlé comment les proportions d'un visage, etc. Puis c'est après qu'ils ont appris à le déconstruire. Ça répond-tu un peu Mais c'est intéressant. Ouais? Que peut l'art? Que peut l'art? Je sais pas. Non, mais on peut échanger, mais c'est une bonne question, mais c'est une question quoi? Dans toi, en cours français, ok. Toi, qu'est-ce que t'en penses? T'en penses pas grand-chose, hein? Ouais. Tu sais, quand j'étais plus jeune, puis j'étais un peu plus... j'étais un peu plus Hemingway, là, quand j'allais dire des phrases comme ça, là, puis que je pensais que c'était vraiment important, l'art, justement. Je trouvais que peu l'art, je trouvais que ça pouvait tout faire. Là, ça pouvait changer le monde, ça pouvait changer les perceptions, ça pouvait... Mais plus je vieillis, plus je me rends compte que ça, c'est des choses qu'on se raconte un peu pour s'imaginer que c'est important. Là. Mais moi, ma vision est un peu cynique de ça, là, fait que je sais pas si c'est bon pour vos cours. Là. Mais je pense qu'il ne faut pas trop se poser de questions par rapport à ça. En tout cas, j'essaie de m'en poser moins le possible. Ça me donne moins de mots de tête de toute façon. Mais c'est surtout que peut faire l'art pour moi, là, c'est vraiment simple. C'est juste que si quelqu'un peut aller au cinéma puis vraiment avoir un bon moment pendant qu'il regarde un film, ça, c'est un bon début. Puis là, des fois, il y en a qui ont envie de dire « Ah ouais, ben là, c'est pas juste du divertissement. » Il y a une différence entre le divertissement pur et dur puis l'art. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est cette espèce de juste au milieu où les deux se rejoignent un peu, si on veut. Où ce que ça ne devient pas juste un film stupide, là, où ce qu'il n'y a vraiment rien à apprendre. Puis ça ne devient pas juste quelque chose d'intellectuel, où ce que ça s'adresse juste à des universitaires qui étudient dans un domaine précis. C'est où ça rejoint les deux. Mais je pense que l'art, je ne sais pas, c'est une grande question, mais moi, plus ma spécialité, ça serait la fiction. Puis la fiction, pour moi, une bonne fiction, un bon livre, un bon roman, un bon film, une bonne série télé, il faut que ça te fasse comprendre quelque chose sur la vie en général, dans le fond, parce que tantôt, c'est pour ça que je vous ennuyais un peu avec l'histoire des Homo sapiens, dans le fond, c'est que quand on n'avait même pas toutes les langues qu'on a aujourd'hui, quand on n'avait pas inventé l'électricité, quand on n'avait rien, les gens, quand même, se rassemblaient autour d'un feu puis se racontaient des histoires. Puis dans ce temps-là, c'était pas des histoires élaborées comme aujourd'hui, mais c'était peut-être, dans le village là-bas, là, comme dans 1000 ou 2000, ben j'ai entendu dire que, il y a quelqu'un qui est monté dans un arbre
puis qui est tombé, puis qui s'est cassé la jambe. Ça, c'était une histoire. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Puis là, on est rendu à se raconter des séries télé qui durent 8, 9 saisons, de plusieurs heures, puis tout ça. Mais au début, c'était juste du commérage, dans le fond. Mais ça, ce commérage-là, pourquoi je reviens là-dessus, c'est que c'était du commérage qui faisait comprendre un peu c'est quoi la vie en général. T'sais. Fait que si on disait dans le village voisin, quelqu'un est tombé d'un arbre, puis tout ça, ben, ce que ça nous faisait, nous, c'était, ben, dans notre vie, on va essayer de ne pas monter l'arbre puis de tomber comme ça. On va essayer de s'améliorer. Fait que je pense qu'au cours des années, il ne faut pas oublier l'origine de tout ça. Fait que ce que ça peut, je pense, c'est nous en apprendre sur nous-mêmes, puis nous en apprendre sur la race humaine, si on veut. Oui? Ma question, c'est, vous avez dit que l'art, c'est pour nous apprendre sur nous-mêmes, Ouais. sur la vie, etc. Mais qu'est-ce que votre livre nous apprend sur la vie? Ouais. Wow. J'ai pas... bonne question. Tu sais, moi, je dis ça, puis je parle un peu à travers mon chapeau, dans le sens que j'ai pas la prétention nécessairement d'arriver puis de présenter un livre puis de dire, ben voici, vous allez en apprendre sur la vie. T'sais. Après avoir lu mon livre, vous allez savoir c'est quoi l'amour. C'est sûr que faut en prendre puis en laisser. Puis je pense que ce qui est intéressant aussi quand je dis qu'on en apprend sur la vie, c'est que peut-être que vous allez en apprendre quelque chose, puis votre voisin ou votre voisine va en apprendre une totale autre chose. T'sais. Puis je pense que c'est ça, une œuvre riche, c'est quand on peut y voir quelque chose pour soi-même. Moi, mon livre, Charlotte, là, je parle tout le temps du premier parce que j'en ai écrit 2, puis j'en ai un 3e qui va venir à l'automne, qui est très différent, mais on verra rendu là. Le premier, c'était une histoire d'amour, dans le fond. Puis tu sais, j'avais commencé à écrire ça, j'avais 22 ans à peu près. Puis c'était juste la première fois que tu rencontres quelqu'un, puis que tu penses que c'était vraiment spécial, puis que personne n'a jamais vécu ça dans le monde, c'est juste toi qui as comme vécu ça. Puis tu sais, après ça, je m'étais rendu compte que cette histoire-là, dans ma vie personnelle, n'était pas si importante que ça, puis j'étais passé à d'autres choses. Fait que c'est pour ça que je voulais raconter cette histoire-là, puis je me suis dit peut-être que des jeunes qui vont le lire, dans cet âge-là, 18, 16, je sais pas, 21, tout dépendamment de leur expérience, ils vont peut-être se reconnaître dans ce genre d'histoire d'amour-là, puis peut-être que ça va les faire réfléchir sur comment ils l'ont vécu ou comment ils le vivent au présent. Fait que c'est peut-être ça que j'ai essayé de faire. Puis je pense que c'était pas un livre qui parlait à tout le monde. Il y en a qui ont détesté, mais il y en a beaucoup qui m'écrivaient sur Internet puis tout ça, puis qui me disaient, tu sais, j'ai vécu la même chose, par exemple. T'sais. Fait que juste ces quelques messages-là, à la limite, ça fait en sorte que je trouvais que le livre valait la peine. T'sais. C'est ça. Y a-t-il d'autres questions? C'est intéressant, les conversations. Oui? À l'époque, la publication de Charlotte, il y a beaucoup de journalistes, quelques-uns, mettons, qui ont dit que tu écrivais pour les jeunes. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu as à dire de ça? Je pense que c'était vrai à l'époque. Parce que, je pense que c'est drôle, hein, parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas eu encore les groupes de musique comme Loud Larry, puis j'oublie tous les autres groupes de musique un peu hip-hop là, qui font beaucoup de franglais, qui font beaucoup dans ce sphère-là. Puis après ça, il est sorti beaucoup de livres aussi qui en ont fait un peu semblables. Puis là, je dis pas que nécessairement j'étais le premier puis que j'ai lancé ça. Je pense que c'est plus que j'étais un petit peu avant. Je pense pas que personne s'est influencé de moi, là, mais je pense que c'était dans le courant des choses. Tu sais, ça s'en venait. Puis peut-être que je l'ai vu une petite seconde avant. Puis par la force des choses, mon livre il est sorti. Puis fait que c'était comme encore un peu nouveau pour les médias puis tout ça. Puis je pense que quand je disais ça, j'essayais de dire justement qu'il n'y avait pas beaucoup de représentation de ça dans les médias ou dans ce que je consommais comme livre ou comme, tu sais, tu regardais la télé francophone, tu voyais pas beaucoup ce genre d'histoire-là pour les jeunes, tu sais, pour multiples raisons, là. Fait que dans ce temps-là, je trouvais que ma vocation première, c'était vraiment de faire quelque chose qui allait être consommé par les jeunes, qui allait pouvoir se reconnaître, tu sais. Mais après, il en est sorti plus, puis après, je suis un peu... Dans mon deuxième livre, je suis un peu passé à autre chose. Puis là, dans mon troisième, je pense que c'est le contraire. Je vais devenir le vieux con.
puis les jeunes vont trouver que, que je suis plus drôle finalement. Mais on verra, on se dira ça à l'automne. Oui. Est-ce que, genre, vous pensez que c'est comme. Avant, tu sais, les gens écrivaient dans le vieux français. Ouais. Là, on a arrêté d'écrire dans le vieux français. On a commencé à écrire dans un français, si je peux dire, plus propre. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, le français propre va partir pour laisser place au juste franglais? Ouais, je comprends. Ben, tu sais, je sais pas, tu sais. Je vois pas dans l'avenir. C'est sûr qu'il y a des arguments des deux côtés. Puis je peux être d'accord avec les arguments des deux côtés. Tu sais, il y a quand même un attachement au vieux français parce qu'à un moment donné, il faut quand même que les choses durent dans le temps. Fait qu'il faut les protéger, si on veut, dans leur forme initiale. Mais en même temps, il faut que les choses évoluent. Puis c'est tout à fait normal qu'il y ait comme un nouveau langage qui se développe, surtout dans le contexte où la technologie. Ça aussi, c'est un autre truc que les gens n'avaient pas vu, là, des dizaines ou une cinquantaine d'années déjà. C'est que Internet allait rendre un genre de village global où tout le monde allait se parler en anglais ou dans une langue qui mélange un peu l'anglais, puis mélange tout, puis tout ça. Fait que la technologie, c'est sûr que ça va accélérer les choses, puis tout ça. Tu sais, faut pas oublier que les langages, c'est quelque chose qui se crée par des communautés qui étaient éloignées à l'époque. Si on retournait, je sais pas moi, à l'an zéro du langage, puis que là, on donnait le même langage à tout le monde à un point donné, puis que là, on disait « OK, bye, on se revoit dans 2000 ans », mais qu'il n'y avait pas Internet, là, que tout le monde était parti dans son coin, bien, on aurait plein de nouveaux langages, tu sais, parce que dans un coin du monde, d'abord, dans un coin du monde, il y a de la neige, puis dans un coin du monde, il y a des palmiers. Fait que déjà là, il faut qu'ils développent des nouveaux mots puis des nouvelles façons de parler des différents trucs. Donc ça crée, de par la réalité, ça crée du nouveau langage. Et puis c'est comme ça, dans le fond, même si on disait, OK, tout le monde parle anglais, ou si on conquérissait d'autres planètes, puis on disait, on va mettre l'anglais partout, mais dans les autres planètes, là, dans 1000 ans, là, ils vont avoir développé leur autre langage parce que ça évolue, t'sais. Fait que le français au Québec, c'est un peu une situation particulière parce que c'est comme petit dans beaucoup d'anglais. Puis l'anglais est vraiment dominant dans le monde, fait que c'est normal, je pense, qu'on s'en va vers là. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Honnêtement, j'ai pas la vraie vérité, là. Avant, je pensais que c'était une bonne chose. Là, comme je disais tantôt, je vieillis un peu, puis finalement, je trouve qu'il faut revenir à un français un peu plus posé. Mais tu sais, il y a des langues qui disparaissent à chaque année, si on veut. Des langues, tu sais, peu parlées, que ce soit par des peuples aborigènes en Australie ou ailleurs. Puis souvent, on raconte que quand on perd une langue, on perd une vision du monde. C'est plus ou moins vrai, en tout cas à mon avis, puis de par ce que j'ai lu. Je veux dire, une vision du monde, c'est pas juste la langue qui fait ça. Comme je disais tantôt, c'est une réalité aussi. Il y a des places qui neigent, il y a des places qui ont un palmier. Mais par exemple, en russe, il n'y a pas vraiment de notion de bleu comme tel, ou gris. Cite-moi pas là-dessus, là, mais c'est bleu pâle et puis bleu foncé, dans le fond. Il n'y a pas bleu comme nous autres en français. Et il y a des tests psychologiques qui ont démontré que les Russes vont reconnaître plus vite une teinte de bleu foncé qu'une teinte de bleu pâle parce que c'est dans leur langage de tous les jours. Mais ça, c'est-tu vraiment... Fait que ça, ou par exemple, en français, on va s'imaginer une table avec une voix aiguë parce que c'est une table, c'est au féminin. Alors que des anglophones, eux autres, une table, c'est peut-être une voix grave ou une voix aiguë si c'était dans un cartoon ou quoi que ce soit. Fait que ça, c'est tous des petits trucs intéressants, mais ça ne fait pas nécessairement une vision du monde, t'sais. Mais je pense que la raison pour laquelle, quand même, il ne faut pas laisser une langue mourir, c'est parce que, ne serait-ce que comme on ne laisse pas des espèces animales mourir, ils ont toute une richesse, puis ils ont toute une histoire derrière elles, puis c'est juste triste de laisser ça aller. Donc ouais, j'ai pas vraiment de réponse, mais c'est ça ma réflexion. D'autres questions? Dans Charlotte, Ouais. il y avait aussi un truc qui m'avait frappé, mis à part le français qui était utilisé à sa façon. Ouais. C'était les entrées dans le journal, les listes qui étaient faites par les deux personnages principaux. Mm-hmm. Pourquoi tu as intégré cette forme-là de liste dans un
Ouais. Mais dans le livre, pour replacer les gens, c'est que il y avait l'histoire, mais entre les chapitres, entre les histoires, il y avait aussi les deux personnages principaux qui avaient comme un journal intime ensemble. Puis on voyait entre les chapitres des entrées du journal intime, mais des fois, ils racontaient des trucs, puis des fois, ils faisaient juste des listes comme, je sais pas moi, les places qu'on aimerait visiter. Tu sais, ça, on veut pas aller dans l'Ouest, on veut aller à tel pays, on veut écouter plus de telle sorte de musique, puis tout ça. Mais je pense que ça, c'était vraiment le début des réseaux sociaux, dans le fond. C'était vraiment, dans ce temps-là, tu sais, Facebook venait de... Pas dans le temps que le livre est sorti, mais dans le temps que j'ai commencé à écrire le livre, Facebook venait d'apparaître. Le iPhone venait d'apparaître, c'était encore nouveau. Puis il y avait cette idée-là un peu d'exhibitionnisme où là, les gens, on voyait qu'ils commençaient à exposer sur Internet leur vie personnelle, puis leurs trucs préférés. Puis tu sais, avant Facebook, il y avait d'autres trucs comme MySpace, il y avait d'autres genres de réseaux sociaux que je ne sais pas si vous avez connus, mais quand on s'inscrivait, ils demandaient, tu sais, ils disaient « Toi, c'est quoi ta musique préférée? » Là, tu pouvais lister ta musique préférée, ou, tu sais, etc. Fait qu'il y avait comme une influence de ça dans le livre, dans le fond, où ce que là, les deux personnages principaux veulent vraiment exposer leur vie personnelle puis montrer à quel point ils sont cool, mais ils le font dans un journal intime qui était plus littéraire au lieu de le faire sur Internet. Tu sais. Puis je pense que c'est drôle parce que de par où le monde est rendu aujourd'hui, en tu sais, une dizaine d'années dans le fond, on est vraiment rendu là. Tu sais. Puis tu sais, il y a beaucoup de gens qui disaient que, bon, il y a eu la télé-réalité, que ça c'était une chose qui a marqué, si on veut, la manière dont on voyait la télévision puis tout ça, mais si on pense à David Foster Wallace ou d'autres auteurs comme ça qui faisaient remarquer qu'eux, dans le temps, ils ne savaient même pas c'était quoi nécessairement l'Internet qu'il allait avoir aujourd'hui, mais ils s'imaginaient un monde où ça allait même pas être des télé-réalités, en fait, ça allait être juste du contenu produit par tout le monde autour de nous, tu sais. Mais ça, c'est des gens qui prédisaient ça il y a 20, 25, 30 ans. Puis aujourd'hui, tu sais, c'est carrément ça. Puis même que quand tu regardes Instagram, là, quelques années, c'était juste des photos, mais là, on regarde les photos, mais on regarde les stories aussi. On est carrément dans l'intimité puis dans le monde des gens. Fait que c'est ça, on pourrait quasiment s'imaginer un jour où il n'y aura plus rien qui va être produit pour la télé ou quoi que ce soit. On va juste s'entreproduire nous autres. Puis comme je disais tantôt, ça revient à l'affaire de la fiction puis du mémérage de quand l'humain a commencé à être humain à l'époque où on avait juste le feu, c'est-à-dire on aime ça regarder les histoires des autres. C'est quelque chose qui est en nous. Est-ce que tu penses que les gens qui écrivent sur justement les réseaux sociaux font de l'art? Ah, ça revient à la question de tantôt. Ils font peut-être pas de l'art comme tel, mais ils font une certaine forme de fiction, certainement. Certainement. Dans son sens large. Les artistes qui se connaissent pas. Oui, c'est ça. Ben, on est tous, hein, tu sais. Un autre élément dans Charlotte que je trouvais intéressant aussi, c'est on dit beaucoup que Montréal est un personnage du roman. Tu peux élaborer un peu là-dessus comment une ville peut être un personnage dans un roman? Ben, une ville, c'est vraiment important dans un roman ou dans une histoire, tu sais, parce que c'est ce qui donne un peu le... Souvent, il faut le traiter comme un personnage au sens où c'est ça qui va donner le mood un peu à tout le reste. Tu sais, comme un film noir de détective qui se passe à Los Angeles versus, je sais pas moi, un film de mafia qui se passe à New York, fait par Scorsese. Ça a vraiment deux personnalités différentes, puis ça paraît dans chaque image du film, si on veut. T'sais. Fait que je pense que dans le livre, c'était ça un peu aussi, c'était que Montréal est un personnage au sens qui est toujours en arrière-plan, tu sais. Et puis, les personnages, c'est comme évident qu'ils vivent dans un monde de ville, si on veut, puis de ville francophone, américaine, contemporaine, qui est Montréal, puis qui est, en ce sens culturel, qui est unique. Il n'y a pas beaucoup d'autres places dans le monde où il peut y avoir un tel mélange de langues, par exemple, de deux cultures qui cohabitent. Donc, Montréal était comme vraiment au milieu au centre de ce roman-là. Je vois qu'il est l'heure où les gens bougent un peu, mais
Je sais pas. Une heure et demie. D'autres questions? D'autres questions? Bon, ben, Ça va? je vais remercier Alexandre. Merci.